Bonsoir, bienvenue à la première journée de Arte Radio Part en Live. J'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Bien-Aimée, autrice de Un podcast à soi, le rendez-vous mensuel sur les féminismes, les questions de genre et d'égalité. C'est un podcast qui est extrêmement suivi. Et ce podcast est tellement suivi et écouté que les éditeurs s'y sont intéressés. Il existe donc maintenant un livre qui est sorti en octobre, le livre Un livre à soi, chez Stock Arte Éditions, toujours de Charlotte Bien-Aimée. Le thème de cette rencontre avec Charlotte Bien-Aimée, c'est elle qui l'a choisi, c'est comment le podcast a changé ma vie, comment ma vie bouleverse mon podcast. Et quand elle dit ma vie, c'est aussi les vies des autres, je crois. Comment vos vies à vous, auditeurs et auditrices, influencent son travail et bouleversent sa façon de penser. Charlotte, dans ta première vie à la radio, l'un de tes premiers reportages, à l'époque, tu ne parlais pas de toi, tu étais vraiment documentariste. Et donc, tu as commencé, plus ou moins à la même époque, à collaborer au Pied sur Terre, qui ont 20 ans aussi, et à collaborer avec Arte Radio. Et tu as voulu, pour commencer cette soirée, qu'on écoute un extrait d'un de tes tout premiers reportages, en tout cas le premier sur Arte Radio, l'une des premières choses que tu as fait en radio. On écoute un extrait de Mémé Radio par Charlotte Bien-Aimée, ça date de 2007. Bonjour. Hier, je me suis couchée un peu avant 21h et, zolpidem aidant, j'ai sombré dans un sommeil réparateur intense. Tu vois, j'ai 2 appareils devant le nez. Sur celui-là, j'enregistre. Puis je retire la cassette, je la mets sur cet appareil-là. De cet appareil-là, je peux faire des copies. Mais le matériel n'est pas de bonne qualité, donc les cassettes sont loin d'être parfaites. Il y a beaucoup de bruit, de reprises, à chaque fois ça fait clac. Et puis en plus, un bruit continu en arrière-plan qui n'est pas joli du tout. Nous, on était en CM2, Dorothée, elle avait chanté. Voilà. Et là, tu vas entendre l'enregistrement et tous les bruits qui pour moi, me gênent beaucoup. Adèle, 80 printemps. Alors, là, il n'y a qu'un. Lettre ouverte à Céline, ma mère. Déjà le bruit arrière, là, c'est le chut. Maman, dis-moi les mots qu'il faut, les mots comme cela, simplement, avec la force tu le donnes. Avec ta force, présente en moi depuis le jour où j'ai compris que tu ne reviendrais pas. Voilà. Alors là, Pourtant, je t'avais vu mourir. Là, tu vois, j'étais sur ma lancée, je me suis pas interrompue, mais quelquefois, je dis quelques mots et puis j'arrête parce que comme c'est un brouillon, il faut toujours que je réfléchisse pour aller plus loin. Bon, après, moi, je parle. Alors, c'est bon, c'est mauvais, je fais des fautes de français. Bon, c'est ça que veux-tu, c'est moi, Avec persévérance, on arrive toujours à un résultat. Qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a de fondateur pour toi? C'est donc ton tout premier reportage, c'est ton premier acte de radio. Tout de suite, tu choisis un sujet qui est à la fois un rapport au son, à l'intimité et à la famille, puisque cette Mémé Radio, Charlotte Bien-Aimée, c'est ta grand-mère. Voilà, c'est ma grand-mère qui était aveugle et donc qui racontait sa vie sur des cassettes audio. Et nous aussi, à chaque Noël, avec les cousins-cousines, on lui faisait des cassettes où on chantait, on racontait nos vies aussi. C'était horrible, mais elle adorait ça. Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, on me demandait souvent « mais pourquoi tu as commencé à faire de la radio ?» Et je ne savais pas quoi répondre. Et j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça que c'était grâce à elle. En fait, on avait tellement raconté nos vies sur les cassettes. Et puis, je crois que j'ai eu envie. Alors moi, quand j'ai voulu faire du documentaire
documentaire radio, je voulais absolument faire du documentaire, du sonore. Je ne voulais absolument pas qu'on entende ma voix. Et c'était quand même aussi cette époque-là, en tout cas en documentaire radio, à Arte Radio, au Pied sur Terre, à France Culture. Et je voulais absolument travailler à Arte Radio. Et je pense aussi que ça a été important pour moi dans mon féminisme parce que elle a apporté beaucoup de poésie, et puis du poésie du quotidien, dans ses gestes, enfin que je les avais enregistrés, je me souviens pour ce son, sa main qui passe sur la rambarde de l'escalier, ou les petits moments où on buvait le thé. Enfin, il y avait vraiment une espèce de poésie du quotidien, et ça, je l'ai retrouvé beaucoup dans mes lectures féministes aussi, de faire entendre les petites choses, les petites contradictions, ou les grandes contradictions, la beauté aussi de certaines émancipations qui ne se disent pas comme telles, ou enfin, ma grand-mère, elle se disait absolument pas féministe, mais moi, je vois ce qu'elle m'a apporté en termes de féminisme, en fait. Donc voilà, tout ça fait que c'est un son très important pour moi. C'est le genre de son qu'on adore depuis toujours, parce que c'est du son qui parle du son, il y a de la cassette, il y a quelqu'un qui enregistre, il y a un grain du sonore qui dit une certaine époque, un certain mode d'enregistrement. Mais j'ai remarqué aussi, en préparant notre rencontre, que en fait, on a énormément de reportages où des jeunes femmes veulent se confronter, interroger leur grand-mère. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, ce serait un thème d'épisode, ça. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui circule entre les jeunes filles et leur grand-mère ? Ça serait un bel épisode féministe, je pense. Parce qu'il y a tellement d'interrogations sur les liens mère-fille. Enfin, et moi, ça m'a interrogée, parce que j'avais un lien quand même très, très fort avec ma grand-mère. Et j'y pense souvent, voilà, qu'est-ce qui se joue entre mère-fille et qu'est-ce qui se rejoue, du coup, entre petite fille et grand-mère ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi qu'on vient chercher, qu'on n'a pas, ou alors des difficultés ou de relations ou pas les mêmes avec les mères, en fait. Voilà. Et je pense que ça serait beau, ouais, de raconter. Elle-même le dit, parce que dans l'extrait qu'on a entendu, elle s'adresse à sa propre mère. Et elle dit « maman », et dans une démarche qui pourrait être celle d'un podcast contemporain d'une jeune femme qui déciderait de se confronter à une espèce de lettre ouverte, qui est un peu dure, dans mon souvenir, à sa propre mère. C'est comme si effectivement, dans les liens, il y avait des conflits avec la figure de la mère, mais que la grand-mère y échappait. Ça m'interroge beaucoup en ce moment, justement, sur cette importance. Et beaucoup de femmes que je rencontre dans les épisodes me parlent de leur grand-mère. Même si c'est des grand-mères où il y a des problématiques, ou je sais pas, qui ont des propos racistes, mais il y a quelque chose, en fait, avoir envie de se confronter à ça, en fait. Et j'aimais bien aussi dans le son, parce qu'elle dit « Maman, dis-moi les mots ». Enfin, elle s'adresse à elle, et ça là, je m'en suis rendu compte en le réécoutant. Enfin, quand même, sur les mots, sur l'écriture, sur le fait de parler, de se raconter. Encore une fois, j'ai encore redécouvert quelque chose. Au départ, moi, je voulais absolument pas faire ça, et j'ai commencé à le faire dans un podcast à soi, mais aussi parce que c'était Arte Radio, parce que c'était le moment, parce que c'était le féminisme, alors qu'avant, je détestais ma voix, je voulais absolument pas qu'on l'entende. Donc justement, 10 ans plus tard, c'est la naissance d'un podcast à soi. On est en octobre 2017, on est au moment avant qu'éclate l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, mais on a commencé à travailler sur ce projet à l'été ou au printemps précédent. On va écouter, pour mesurer le chemin parcouru dans ta pratique du podcast, dans ton évolution personnelle, justement le tout début du tout premier épisode d'un podcast à soi, en octobre 2017. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi. Je m'appelle Charlotte Bien-Aimée, j'ai 34 ans. Je suis une femme, blanche, hétérosexuelle, maman, féministe, et je fais du documentaire radio. Je viens du nord de la France, d'un milieu privilégié. J'habite aujourd'hui à Paris, dans un quartier bobo. Je crois que je suis devenue féministe grâce à la radio. Depuis plusieurs années, sur les ondes de France Culture, je fais entendre les récits de jeunes femmes qui se battent pour leurs droits ici et ailleurs. Elles m'ont ouvert la voie. À toutes, j'ai demandé « Pourquoi êtes-vous devenue féministe ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ?» Je ne sais pas si je pourrais répondre moi-même à cette question. J'y réfléchis encore. Ce que je sais, c'est que le féminisme est devenu comme une évidence. Ça m'a révélé, ça m'a ouvert un autre monde. Aujourd'hui, je me dis ouvertement féministe, et ce n'est pas sans conséquence. Une fois le mot prononcé, je décèle les sourires moqueurs, les regards effrayés.
On soupire, on lève les yeux, on me dit qu'il faut changer le mot, que c'est trop clivant. On me dit qu'ici, l'égalité est atteinte, que le combat est futile, dépassé. On me dit que de toute façon, l'égalité est un leurre, parce que les hommes et les femmes, finalement, sont différents. Tout ça me donne envie de poursuivre le travail entamé. Partager les récits intimes, les analyses, les textes et les poèmes, si nombreux, qui racontent ce que vivent les femmes. Faire entendre celles et ceux qui luttent pour une égalité réelle, écouter les blessures et trouver la puissance, réfléchir à où nous en sommes, ce que ça veut dire être une femme, un homme, questionner les rapports de domination, les émancipations possibles. On ira dans les bureaux dorés et dans les rues sales, dans les classes d'école et les chambres à coucher, dans les maisons, les universités, sur les terrains de foot, à l'hôpital, dans les églises, les champs ou les bancs de l'Assemblée. On ira écouter celles qui sont dans la norme et celles qui ne le sont pas. Ceux qui ont des enfants, celles qui n'en voudront jamais, celles qui aiment les femmes et ceux qui aiment les hommes, celles qui aiment les deux, ceux qui ne savent pas, celles qui hésitent. Redevenons des bandites fiévreuses, des enfants acharnés à ne pas rester là où on nous pose. Ce sera un podcast à soi. Nous allons déchirer nos carnavals absurdes cette nuit. Puis, nous nous attaquerons à nos cicatrices. Tous les mois, dans les oreilles, sur Arte Radio. Épisode 1. Sexisme ordinaire en milieu tempéré. Tant que tu travailles pour moi, tu tombes pas enceinte. Interdiction totale. Mon boss, directeur d'un conservatoire de musique, à la cantine, en rigolant. Je demande à un confrère avant une audience. On est d'accord sur une remise de peine ? Réponse. Bien entendu, mon chaton. Paris, palais de justice. Et toi, tu te la rases comment, la chatte ? Au bloc opératoire, au-dessus d'une patiente dont les organes génitaux étaient exposés. Vous conviendrez totalement pour le poste, mais je tiens à vous préciser qu'à profil et compétences égales, nous préférerons recruter un homme. Paris, j'étais élève avocate en recherche de stage. Je crois qu'il est grand temps que tu me suces. Le professeur des universités, chirurgien, avec ta pince, il faut que tu entendes le même bruit que le hurlement d'une chatte en chaleur. Tu sais bien le faire, ce bruit, non ? Ça remue de réentendre ça. 5 ans plus tard, c'était donc il y a 5 ans, on disait juste avant MeToo, au même moment, Victor Tuaillon lançait son podcast Les couilles sur la table. C'était les 15 ans d'Arte Radio et on avait organisé au hasard ludique, je crois, ce qui a été la première rencontre des podcasts féministes. On peut toujours la voir sur le YouTube d'Arte Radio. Pourquoi, à ton avis, le podcast a-t-il accompagné cette révolution féministe et pourquoi toi, tu es passé tout d'un coup de la forme du documentaire radio qui consistait à donner la parole aux autres sans, comme tu viens de le dire, prendre la parole toi-même. Pourquoi tu as choisi cette forme de podcast ? Quels sont pour toi les liens entre la démarche du podcast et le féminisme ? Je pense que le son est assez parfait pour le féminisme parce qu'il n'y a pas, justement, on n'est pas attaché à une image, on est dans notre propre imaginaire, dans notre corps. Et je pense qu'en termes d'identification, quand on écoute les paroles d'autres femmes ou les réflexions, on est avec soi-même. Enfin, il y a quelque chose d'une intimité de l'écoute, mais voilà, quelque chose qui rentre directement dans le corps et qui parle directement en termes de sensations, d'émotions. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que l'intime et le politique, ça c'est toute l'histoire du féminisme, c'est d'articuler les luttes de terrain, les expériences personnelles et de les politiser et de faire des allers-retours entre les deux. Et ça, je trouve que la radio, Arte Radio aussi, c'est ça qu'on faisait. C'est l'intime, comment des expériences intimes ont des portées politiques. Donc ça, je trouve que c'était assez parfait. Mais c'est pareil, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que je le fabriquais. Et après, j'ai décidé de parler un peu de moi, parce que je pense que ça part aussi de mes lectures féministes qui mettaient en avant le fait que c'était important de parler d'un point de vue situé, de dire qui on était, parce que ça avait forcément, on avait un regard, mais comme on a un regard d'autrice quand on fait du documentaire radio, et que c'est pas du journalisme, c'est autre chose. Et du coup, les deux, je trouve, en fait, conviennent parfaitement, parce que du coup, j'ai eu envie, voilà, de mettre d'affirmer ma voix, parce que ça avait un sens et que ça avait, je trouve, aussi une importance, que toutes ces femmes qui me racontaient des choses quand même très, très intimes, moi, je trouvais que c'était juste que moi, je partage aussi un petit peu de mon expérience et que, du coup, ça permet de raisonner. Et après, je pense aussi que c'est
c'était dans l'idée d'avoir quelque chose d'entendable par tout le monde, toutes et tous, et que le fait d'entrer par moi, enfin en tout cas d'être accroché en fait quand même par une histoire personnelle que je m'engage un peu, et puis après être accroché par des témoignages très forts qui permettent d'avoir envie d'écouter une parole théorique et d'avoir aussi besoin d'entendre de la poésie, parce que c'est quand même des paroles et des réflexions qui peuvent être difficiles. Tout ça en fait avait un sens en termes de féminisme et aussi avait un sens en termes de rythme, de musicalité du son aussi, comme un tressage en fait, avec des choses plus douces, des espoirs, des difficultés. Il y a aussi tout le travail de la musique réalisé par Samuel Hirsch, l'importance des silences, des accents, et tout ça en fait, je pense que pour le féminisme c'est très fort parce que ça parle directement au sens, et ça permet aussi à certaines personnes peut-être plus réfractaires d'entendre aussi les récits, parce qu'un récit c'est pas vraiment contestable en fait. Enfin, on entend une histoire, c'est pas négociable en fait, un ressenti ou une difficulté et après donc, si on a entendu ce récit-là, on peut avoir l'envie de le politiser, enfin en tout cas d'entendre les réflexions théoriques. 2 ans avant, je crois, tu avais consacré peut-être une dizaine d'heures sur France Culture au féminisme, dans l'émission La Grande Traversée l'été. Ça avait eu, il me semble à l'époque, un certain impact, et pourtant tu choisis de changer de forme, c'est-à-dire de quitter, en plus déjà de quitter France Culture, ce qui n'est pas évident, pour retourner à Arte Radio et pour passer au jeu. Or, il me semble que là, ces derniers temps, dans ce que je lis un peu partout, il y a un très bon article dans Télérama cette semaine sur le récit au jeu sur Arte Radio, décidément, mais cet article dit, on commence à en avoir marre, ça devient un cliché, ça devient une tarte à la crème, ce récit au jeu. Moi, je pense que c'est bien d'avoir toutes les formes et d'utiliser les formes nécessaires en fonction de ce qu'on veut raconter. Moi, je pense que c'est bien de mélanger tout. Mais en même temps, pour un podcast à soi, je pense, pour ce que je viens de dire, le récit au jeu est important, parce que c'est aussi toute l'histoire du féminisme, en fait. Le féminisme c'est aussi construit sur des groupes de parole entre femmes qui partageaient leurs expériences personnelles et qui, en partageant ces expériences-là, se rendaient compte que ça faisait système. Et ça a permis la pensée féministe. Et donc, du coup, là, c'est un peu ça qui se passe au niveau du podcast, en fait, et au niveau par exemple, des messages que je reçois des auditrices, c'est que en écoutant, ça permet de se retourner sur soi et de comprendre que ce qu'on vit, c'est pas quelque chose d'individuel, ça s'est pris dans un système. Donc je pense que cette parole au jeu est importante. Après, là, récemment, j'ai eu envie de faire entendre plus des voix sans qu'il y ait de commentaires, sans que moi, je raconte forcément autant des moments de vie à moi. Donc, je sais pas, par exemple, le portrait d'une pêcheuse de crevettes à Dunkerque qui raconte pourquoi la mer lui fait du bien, son parcours de vie, et c'est un peu ce qu'on faisait peut-être plus avant. Et je pense que c'est possible de le faire maintenant parce qu'il y a eu aussi toutes les autres épisodes avant. Et que du coup, on peut aussi... Moi, j'avais envie de laisser justement un peu plus de place aux ambiances, aux voix de certaines femmes, juste avec leur vie, des parcours de vie. Mais à mon avis, c'est possible parce que du coup, dans leur vie à elles, on retrouve des thématiques qu'on a déjà explorées, analysées, théorisées dans d'autres épisodes. Mais sinon, ça pourrait rester juste des récits comme ça, un peu suspendus, sans que ce soit rattaché au féminisme. Moi, je suis très attachée aussi au documentaire Tout sonore. Enfin, je trouve qu'il y a des choses absolument magnifiques. Autant choisir quand c'est nécessaire. J'entends dans ce que tu dis que le podcast fabrique du collectif. C'est quelque chose qui est important pour toi dans cette expérience ? En tout cas, un podcast à soi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que ça crée, en fait. Mais parce qu'il y a aussi une diversité de voix, peut-être. Je ne suis pas toute seule à raconter ma vie. Je la partage avec d'autres femmes. Il y a des chercheuses, il y a des textes littéraires. Et il y a d'autres podcasts qui font ça aussi. Enfin, voilà. C'est toujours un peu la limite entre... Parfois, je me dis, il ne faut pas non plus, je ne sais pas, aller vers du narcissisme. Moi, je me pose la question en ce moment, au bout de 5 ans, jusqu'où je vais, en fait, qu'est-ce que je raconte de ma vie ? Est-ce que c'est vraiment important ? Quelles limites je pose ? Et en même temps, j'ai envie de continuer, et en même temps, je n'ai pas envie non plus de prendre ce risque-là. Donc, c'est une limite très facile à franchir. Enfin, on est sur un fil, quoi, à chaque fois. Mais je pense que c'est ça aussi l'apport de la radio, c'est qu'il y a un montage tellement serré qu'on peut en fait jouer sur quelques secondes. Des fois, je sais qu'avec Samuel, ça change tout parce qu'on a enlevé 2 secondes à la fin de tel témoignage où moi, j'ai enlevé une partie de mon micro et tout d'un coup, il n'y a pas cette certaine réaction que ça nous fait en écoutant parce qu'on a enlevé 1 minute, parce qu'on a rajouté une musique, parce qu'on a mis un texte.
Je pense que c'est un fil sur lequel il faut Cette broderie, danser. cet attachement à la forme, il reste très important pour toi. Il est essentiel, oui. C'est assez beau, en fait. Là, je voyais même encore, à chaque fois, je m'émerveille quand je fais les montages parce que je suis persuadée qu'en fait, ça va être comme ça va se passer comme ça va se dérouler. Et en fait, au montage, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui se tressent. En fait, je commence pas par cette idée, mais par une autre. En fait, le magnifique poème que je voulais utiliser, finalement, il fonctionne pas parce qu'avant, il y a un témoignage très fort et que tout a été dit. Et même après, au mixage avec Samuel, il y a des choses qui changent du tout au tout, en fait, par les écoutes répétées. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la radio, c'est que c'est un travail de minutie qui permet des fois de faire arriver des choses même des fois qu'on s'en rende compte. Il y a un peu une magie. Ce travail, il a beau être extrêmement soigné, parfois ta vie percute ton travail. C'est quand même ce qui s'est passé. C'est pas hasard si tu m'as demandé de démarrer par ce son, l'intro donc du premier épisode d'il y a 5 ans, mais récemment tu as consacré plusieurs épisodes d'un podcast à soi au thème de la violence des femmes, mais pas seulement la violence subie, la violence aussi que les femmes expriment. Et on a l'impression, en t'écoutant, on va t'écouter, qu'à des moments, la vie percute quand même ton podcast et change. C'est un métier à risque que celui de podcast. On va écouter l'accroche et le premier micro de l'épisode sur la violence des femmes. Moi, j'ai supporté beaucoup de souffrances, beaucoup de coups, beaucoup. À force d'avoir pris des coups, triple fracture tibia péroné, le dos, vas-y, je suis massacrée depuis que je suis gamine. On me massacre. Mais je suis encore debout. Et je resterai encore debout, hein. Eh non, mais vous croyez que moi, je vais faire partie des statistiques, une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 2 jours? Mon cul, j'en ai rien à foutre, moi je découpe en morceaux. Eh ben moi, j'ai pas d'autre choix, hein. Je prends une arme. J'ai pas le choix. Je prends une arme, qu'est-ce que je fais contre un bonhomme? En plus, alcoolisé, en colère, avec des yeux de diable, tu fais quoi? Après, si je dois faire de la prison, je fais de la prison. Mais je suis encore en vie. Ma parole, il aura pas raison. C'est trop facile, c'est trop facile. Ouais, je sais que t'as appris ça. Quoi? Elle a appris une chanson à l'école, Je suis en colère. Ah. C'est pour ça qu'elle a dit, ouais, comme mamie, elle a dit, je suis en colère. Toi aussi, t'es en colère, ma chérie? Ah, tu sais pas? Ben, ça veut dire quoi, être en colère? Être en colère, ça veut dire fâché. Ouais. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 27, des femmes violentes. Comme je suis contente de vous retrouver. Je vous écris tout près de la mer. J'y habite désormais. J'ai retrouvé le nord, là d'où je viens. Les plages immenses et le vent frais. Les lumières métalliques et les voix gouailleuses. Je m'y sens bien. Et heureusement, parce que je vous l'avoue, je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai traversé des épreuves difficiles cette dernière année, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donner naissance en temps de pandémie n'est pas chose aisée. Enceinte, j'ai d'abord eu peur pour ma maman, très affaiblie par le Covid. Puis, je n'ai pas accouché comme je l'aurais voulu. J'ai dû m'affirmer devant un homme sage-femme, le faire rire pour qu'il accepte mes demandes, le rassurer. Je ne l'embêterai pas trop. Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, que j'aimais tant, celle qui m'a transmis le goût du récit de soi, du son et de la poésie. Pour lui dire au revoir, j'ai dû enfiler des gants et une blouse en plastique, après avoir quémandé quelques heures de visite auprès de l'EHPAD où elle résidait. La naissance et la mort se mêlent dans mes rêves. Allez, j'ose le dire, même si j'en ai honte, j'ai fait une dépression.
Je vous le confie ici, car je ne veux plus participer au tabou qui existe autour des maladies mentales. Je veux faire tomber cette honte de la dépression qui arrive à tant de monde, notamment à de très nombreuses femmes en postpartum. Cet état particulier m'a aussi plongée dans une relecture intense de ma vie. J'ai déterré des souvenirs d'adolescente. C'est très douloureux, car c'est l'histoire du patriarcat, c'est l'histoire de la domination des adultes sur les enfants. J'ai vécu cela comme une révélation. Mais ce n'est pas vraiment le bon terme, car je savais tout. Et puis, j'ai déjà dit beaucoup dans les 26 derniers épisodes d'un podcast à soi. Mais les choses me sont apparues sous un autre angle. Une amie très proche décrit cela comme une relecture féministe de mon parcours. La psychologue qui m'accompagne parle d'intégration. C'est descendu dans le corps. Je vous en reparlerai si je peux, car de toute façon, le silence ne me protégera pas. J'ai été bien accompagnée, j'ai pris des antidépresseurs, et au-delà de l'apaisement que cela m'a procuré, j'ai découvert que l'on pouvait vivre sans anxiété. Ça a été une révolution pour moi. Je me sens un peu mieux. En tout cas, ce que je traverse résonne très fort avec les parcours des femmes que vous allez entendre. Nous sommes différentes, bien sûr. Nous ne partageons pas les mêmes expériences, il faut le reconnaître. Mais je me sens reliée à elles par la colère immense, foudroyante. J'ai même eu peur de cette colère à un moment. Peur qu'elle ne tâche mon travail, qu'elle n'emporte tout. Peur de ne plus avoir de recul, de perdre la poésie. Peur de la folie. J'ai d'autant mieux compris pourquoi certaines femmes passaient à l'acte. J'ai d'autant mieux compris pourquoi certaines femmes passaient à l'acte en introduction d'un épisode sur les femmes violentes. La première chose, c'est que je trouve que tu es beaucoup plus à l'aise avec le micro au bout de 27 épisodes. C'est vrai ? Oui, quand même. Et en même temps, c'est douloureux de réécouter ça ? Oui, un peu, oui. J'avais prévu de le faire écouter, mais là, du coup, voilà. Non, mais en fait, ça a été un moment important parce que c'était après, il y avait un an où il n'y avait pas eu de podcast puisque j'étais pendant mon congé maternité. Et du coup, je me souviens je t'avais dit, en fait, on va faire quelque chose sur la violence des femmes et alors que je venais juste d'avoir un bébé, voilà, on en avait discuté longuement. On s'attendait à un épisode un peu layette, happy, tout ça, que non. Mais du coup, oui, c'est un moment important. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent parce que, en disant, là, on a l'impression qu'il y a autre chose qui s'est passé. Je m'interroge toujours sur ces questions de la colère, en fait, parce que elle est encore très présente. Elle est présente dans les paroles de toutes les femmes que je rencontre. Et c'est la question, encore une fois, de jusqu'où on va. J'ai envie que tout ce que je fais entendre soit entendable par toutes et tous. Et parfois, on parle d'une colère. Oui, mais alors attends, la colère, peut-être que c'est trop, peut-être que ça va trop loin, peut-être qu'il faut être un petit peu plus apaisé. Et ça, c'est tout un questionnement que j'ai en ce moment aussi sur la suite du podcast. Et c'est pas anodin, en fait. C'est que les prises de conscience féministes, elles bouleversent nos vies. Et après, il y a je pense que c'est ça aussi qui est en train de se passer en ce moment dans le mouvement féministe. C'est que les femmes, elles disent de plus en plus non, mais pas sur les questions. Il n'y a pas que la parole qui a été prise. Il y a aussi des non-retours, en fait, dans les prises de conscience après, de ne plus accepter certaines choses. Et du coup, c'est tout un peu l'objet. Je pense que ça a vraiment... il y a eu un moment qui a changé à partir de cet épisode-là. Je pense que c'est aller encore plus loin, en fait. Et là, il y avait les constats qui avaient été faits. Et c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Qu'est-ce qu'on fait de cette colère ? Comment on avance ? Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore défriché ? C'est pour ça que ça me semblait important de parler de cet épisode. Tu veux dire que tout ce moment, il entraîne finalement un retour sur soi, une remise en cause, comme te le dit cet ami, une relecture de ta vie par un prisme féministe. Oui, je pense qu'au fur et à mesure des rencontres, de tous ces témoignages que j'ai enregistrés, de toutes ces pensées, forcément, en fait, ça m'a rattrapée parce qu'au départ, j'avais quelque chose d'un peu distant. Enfin, au départ, dans les premiers épisodes, où bien sûr que je pensais à des choses qui me touchaient, mais je faisais mon travail de documentariste qui explore les questions féministes. Et en fait, ça m'a quand même rattrapée, d'autant plus que à chaque fois, je raconte un bout de ma vie, en fait. Donc, du coup, ça m'a rattrapée sur moi, mes prises de conscience. Et puis, à
force de rencontrer des femmes partout en France, de toute classe sociale, de tout milieu, des luttes, des festivals, des chercheuses, et puis avec tout ce mouvement, cette révolution qu'on est en train de vivre, forcément, ça a des conséquences sur mes choix, sur la façon dont mes prises de position personnelles dans ma vie. Donc oui, mais comme toutes les femmes que je rencontre et à qui je pose des questions. C'est ce moment-là où la vie bouscule le podcast bouscule la vie, mais après un certain nombre d'épisodes consacrés aux femmes violentes, à la violence des femmes, vu sous l'angle de la prison, etc., tu as enchaîné avec une série sur l'amour et les désirs. Ouais, quelques temps après. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup ce qui est en train de s'interroger en ce moment, la question de l'amour, du couple, de la question de l'hétérosexualité. Enfin, il y a beaucoup de livres, de podcasts, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose, des interrogations. Mais je pense que c'est peut-être ça aussi qui parfois... j'ai l'impression qu'en fait, les prises de conscience, elles peuvent être encore plus douloureuses parce qu'on vient toucher à des choses qui sont tellement... c'est difficile de déconstruire le désir, c'est difficile de déconstruire la norme conjugale, c'est difficile de se dire qu'il n'y a pas que des désirs qui apparaissent comme ça, c'est aussi une construction. Et je sens bien qu'il y a... Là, on va de plus... Ça se resserre, en fait. On va de plus en plus dans l'intime, enfin, encore plus, et c'est douloureux, et il y a des résistances. Je le sens, en fait, dans les retours que j'ai, ou les interrogations sur le choix des sujets, ou je sais pas, on me parle de radicalité, on me parle de colère, on me parle de... Et en fait, je pense que je fais le même travail qu'avant, en fait. C'est juste que là, on arrive au cœur, en fait. On arrive au cœur, et puis à savoir aussi qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies, aussi. Et comment on a envie de vivre. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fois, tu te livres, mais tu te livres heureusement pas tant que ça. Tu ne veux jamais céder au vertige du narcissisme ou de la complaisance. Tu restes pour toi toujours inclus quand même dans une démarche de documentariste, ce qui fait que tu n'as jamais voulu, par exemple, rester faire ce podcast à Paris comme un podcast de conversation. Tu vas dans les Pyrénées rencontrer des communautés écoféministes, tu vas à la rencontre des femmes gilets jaunes, sur les ronds-points, et puis tu vas vivre à Dunkerque, et ça a été très important pour toi, et pour nous, ça a bousculé des choses dans la production, mais je trouve pour le meilleur. Et c'est des rencontres, tu me parles de plus en plus de ces rencontres que tu fais, de toutes ces femmes qui t'écrivent. Qu'est-ce que les auditrices t'apportent? Je sais que tu veux partager des messages. Quelle est cette communauté qui se crée autour du podcast et comment cette communauté influe sur ta vie et sur ton travail? Déjà, les femmes qui m'écrivent, elles m'écrivent pas juste 2-3 mots. En fait, il y a beaucoup de femmes qui me racontent des bouleversements très importants dans leur vie. Et du coup, ça, c'est très touchant. Parfois, c'est même déstabilisant parce que j'ai envie de leur répondre et j'ai pas forcément le temps, il faut prendre le temps. En fait, j'ai envie d'être avec elle. C'est pas forcément ta place non plus. C'est pas forcément ton rôle. Mais en même temps, c'est beau aussi de ce partage-là. Après, dans ce que ça change aussi, c'est que j'ai noué aussi des relations fortes avec certaines femmes que j'ai rencontrées un peu partout en France, d'amitié ou de, je sais pas, on va dire sororité. Et ça joue aussi sur. Je pense que ça améliore le travail en fait, parce que ça permet d'avoir il y a des idées qui émergent que j'aurais pas comme ça. C'est juste grâce à toutes les personnes que je connais, à un espèce de réseau, de communauté féministe. Ça c'est pas le podcast, c'est le féminisme, les féminismes. Je pense que c'est très fort et c'est ce qui est en train de se passer aussi. En fait, là, comme une toile comme ça qui est en train de se créer. Et du coup, ça résonne. Et du coup, ces liens forts-là, ils sont importants pour mon travail. Et parfois, je me dis, je veux garder aussi une juste place. C'est pareil dans l'idée de se raconter, jusqu'où aller. Parce que je pense que c'est important aussi d'avoir une certaine distance en tant que documentariste radio, de ne pas se laisser submerger par les émotions, mes bouleversements à moi. Et en même temps, ça nourrit aussi mon travail. Donc du coup, il y a quelque chose qui s'est chevauché, qui est assez parfois vertigineux. Et comment on se protège de ça? Parce qu'il y a 5 ans, on avait fait cette rencontre des podcasts féministes, on était tout contents et elles étaient toutes contentes et tout le monde était heureux. On se disait, ouais, il y a plein de podcasts féministes qui sortent. Et l'an dernier, on en a refait une qui était un peu une espèce de la déprime
des podcasts. Enfin, on peut en parler, puisqu'elle en a parlé elle-même, mais c'est Victoire Tuaillon, qui est une amie à nous, qui parlait de son burn-out. C'est toi qui as eu des difficultés, c'est Delphine Saltel qui avait beaucoup de difficultés à continuer. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'explosif, peut-être de dangereux aussi dans ce récit de soi, que finalement ce podcast, il y a 5 ans, on ne savait pas ce que c'était. Et maintenant, on commence à comprendre que c'est un travail nouveau, inédit peut-être dans l'histoire du travail radiophonique ou du sonore, et qu'il n'est pas sans conséquence. Comment on se protège de ça? Comment on arrive à faire la mesure du récit de soi, de l'émotion personnelle qu'on veut transmettre, avec, comme tu dis, la nécessaire distance de la documentariste? Est-ce qu'on y arrive? J'ai pas trouvé la réponse. C'est bien ça la question, mais après de partager aussi de partager en fait, parce qu'en fait ça, je pense que on trouve pas les solutions toutes seules, mais comme pour tout le reste des questions féministes, en fait, je pense que c'est en collectif aussi que moi, c'est en parlant beaucoup avec d'autres femmes qui travaillent en radio ou dans les podcasts, que ça me permet aussi de réfléchir à comment se préserver. Mais je pense que ça fait écho aussi à des choses dont on parle pas mal en ce moment, d'épuisement en fait militant sur les questions féministes en fait. C'est que c'est tellement important, c'est tellement fort, il y a tellement de choses à changer qu'il y a un moment peut-être qu'il y a une nécessité de s'occuper de soi pour pouvoir changer aussi le monde, quoi. Bon, ça c'est aussi la question des rythmes de production, c'est la question de comment on travaille et peut-être du perfectionnisme moi j'avais envie de vous partager du coup quelques extraits de message d'auditrice que j'ai reçu, que je reçois. Avril 2020. J'ai réussi à dire non à des attouchements d'un membre de la famille. C'est le dernier podcast. J'ai entendu tous ces noms, ils ont résonné et j'ai pu le dire aussi. Ça ne change pas le fait que cela se soit passé, mais cette fois j'ai dit stop et je me protège. Je suis dans le processus de protection, je suis bien perdue et démontée car c'est comme si mon cerveau refusait d'accepter que si c'est arrivé et que maintenant il faut faire avec cette nouvelle réalité. Mais ça y est, j'ai dit non. 18 janvier 2022. Mon postpartum, malgré tous ces tourments, m'a étonnamment fait retrouver mon corps. Le corps qu'on découvre enfant, dont on éprouve les limites, les forces, la sensibilité, quand on joue à sauter toujours plus loin et quand on se caresse les flancs du bout des doigts pour faire bouger le ventre sous l'effet du frisson. Quand on regarde nos doigts pendant des heures, notre peau, non pour se comparer ou se faire du mal, mais pour voir, juste pour voir. Quand le fond de notre culotte nous apprend qu'on grandit, qu'on change. C'est ce que je vis là, en ce moment, en me regardant dans la glace. Je suis nouvelle, j'ai été tellement forte, je le suis encore plus. J'ai plein de nouvelles choses à découvrir en m'observant, en me touchant. Je palpe, je caresse, je dessine des nouveaux contours dans ma tête. Tout ça, je l'écris parce que du temps a passé depuis mon accouchement. Donc, je pense à toutes les femmes qui vivent ce moment. J'ai envie de leur faire des câlins, à elles tout entières, et de leur dire « Bonjour, nouvelle toi ». Je t'attends là sur le tronc d'arbre, et quand tu voudras, on ira jouer. Voilà, c'est tout. Merci d'être dans nos vies. J'ai écouté votre travail. Le dernier m'a permis de trouver une pièce manquante du puzzle de ma vie. Je me pense lesbienne depuis peu et je partais du postulat que j'étais sûrement amoureuse de ma meilleure amie de mes 15 ans. Elle est passée à autre chose et ça m'a brisé le cœur. À 31 ans, je fais enfin le deuil et en fait, entendre que j'avais sûrement de l'amour mais sans attirance m'a permis de comprendre. Mon lesbianisme n'est pas parti de cette fille. Coucou Charlotte. Aborderas-tu un jour le rôle de certaines femmes qui jouent le jeu du patriarcat et contribuent activement à maintenir les autres dans l'ignorance et la soumission? Je pense notamment aux mères, belles-mères, aïeules, grandes sœurs et amies, pas si bienveillantes que nous pouvons avoir et qui nous maintiennent la tête sous l'eau. Merci. 17 avril 2020. Je voulais juste te dire merci. Aujourd'hui, grâce à ton podcast, tu me sauves. C'est un beau métier quand même. Avant d'en passer aux questions du public, tu avais choisi de faire entendre l'extrait d'un autre podcast Bookmaker de Richard Guettet, qui sera à ta place ici même demain. Donc c'est un podcast mensuel sur les écrivains et les écrivaines au travail. Et c'est l'épisode où Richard Guettet s'entretenait avec l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt pour Leurs enfants après eux, et auteur du récent Connemara. Personnellement, je pense que c'est le boss ces temps-ci, Nicolas Mathieu. Enfin, tous les 5 ans, il y a un écrivain français qui est le meilleur du game. Ça a pu être Virginie Despentes, maintenant c'est Nicolas Mathieu. On écoute un extrait de Bookmaker. Pour bien faire, Martel était donc revenue s'installer à la maison, histoire de s'occuper d'elle. 20 fois par jour, elle lui demandait s'il avait donné à manger au chat. 20 fois par jour,
Il cherchait avec elle son sac à main, ses dents, la télécommande de la télé, son médicament, celui pour l'estomac. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle l'avait pris ? On ne savait plus. Ainsi, le mauvais fils avait pris un travail à l'usine. Il s'était occupé de sa mère, l'aidant pour sa toilette, l'amenant à l'accueil de jour, se taisant quand elle était mauvaise. Et puis un beau jour, elle l'avait traité d'enculé, ça l'avait fait rire. Ensuite, elle avait souvent mis ça, des insultes, des indignités qui n'étaient pas vraiment son genre. C'était devenu beaucoup moins marrant. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait un documentaire animalier à la télé, il s'était produit quelque chose de terrible. Comme d'habitude, sa mère lui posait des questions sur qui faisait quoi et pourquoi, et Martel lui répondait avec patience, des phrases toutes faites et bénignes, comme pour un enfant. Mais progressivement, une désagréable odeur de merde s'était répandue dans le petit salon. Martel n'en était pas revenu. Il devait filer dans la cuisine pour se planquer, ouvrant les placards, le robinet. Il allait se passer quelque chose. On n'en arrivait pas là. Non. Mais à la fin, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. Il devait déshabiller sa mère et nettoyer la merde collée à son corps âgé. Cette fois, c'était parti pour de bon. Ça pose un ton, ça pose une ambiance. Comment vous fabriquez ça, ces 2 pages-là ? Il y a une scène, une séquence, quelque chose que j'ai besoin de raconter dans mon histoire. Pourquoi Martel a besoin d'argent par la suite ? Il y a une fonction dramaturgique à ce moment-là. Après, il y a un flux, c'est-à-dire que ce truc-là, je l'écris d'une traite, comme ça vient. Il faut se laisser glisser sur la pente, quoi. C'est à la fois laborieux et assez automatique, bizarrement. Laborieux parce qu'il faut s'y mettre, il faut se presser le citron, il faut déclencher quelque chose que je ne saurais pas très bien décrire. Et puis automatique parce qu'une fois que les vannes sont ouvertes, il y a plein de choses qui viennent sans qu'on l'ait vraiment décidé. Et puis il y a la 3e phase qui est celle du réglage. Il faut tailler, il faut millimétrer, il faut chercher la musique, des effets de percussion aussi. L'emploi de certains mots n'est pas anodin. Par exemple ? La merde collée à son corps âgé. Quand on écrit ça, évidemment, on sait que ça va produire des effets. Là, on est vraiment dans ma recherche de réalité. C'est-à-dire que ça va être le plus près possible de quelque chose de la vie qui doit être dit. Il y a une nécessité à produire ces effets-là. Ça n'est pas du sensationnalisme, justement. Parce que ça dit, et par la manière dont ça le dit, ça rend témoignage du monde et c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi ? Parce que c'est insupportable. Et qu'en l'écrivant, on a peut-être l'espoir de rendre la chose un peu praticable et aussi de rendre des coups. C'est-à-dire que cette idée de passage du temps, de ce que le temps fait au corps des gens qu'on aime, des indignités auxquelles on en est réduit, de la mort qui est au bout. Moi, j'ai le sentiment constant que la vie est au-dessus de mes forces. Et en le fixant de la bonne manière, c'est comme si vous étiez sur le ring et que vous rendiez des coups. C'est pas du cinéma, moi je l'éprouve très profondément comme ça. Hein. Cette affaire-là, c'est une guerre qui est menée à la vie. Hein. Moi, je suis pas du tout dans un truc de célébration sur la chance d'être au monde, quoi. Je suis heureux d'être en vie, plutôt que pas. Je suis content qu'il y ait de l'être plutôt que de rien. Mais cela dit, on en prend plein la gueule et la littérature est une des manières de rendre les coups. Ah, mais je comprends pourquoi tu as choisi ce passage. Je pensais au départ que c'était parce que c'était curieux que ce soit un homme qui décrive les soins du corps qu'il apporte à un parent âgé, ce qui est traditionnellement un rôle dévolu aux femmes. Mais en fait, ce qui t'intéresse là-dedans, c'est la notion de rendre des coups. Exactement. Non, ça m'a vraiment marqué. Enfin, j'ai pas souvent des épiphanies à l'écoute. Et là, j'ai réécouté plusieurs fois. Je trouvais que, d'une part, ça, le fait de rendre des coups, j'avais l'impression qu'il disait aussi ce que j'ai envie de faire, en fait, je pense, et ce qu'on peut faire avec le podcast. Et tout ce qu'il raconte avant aussi sur le fait de fixer ce qui est insupportable. Oui, d'avoir les mots. Et ça, c'est des questions que je me pose tout le temps. Jusqu'où on va, en fait. Je pense à la question de l'inceste, à la question des violences, à la question... notamment des violences, en fait, il faut dire, il faut entendre en fait l'insupportable. Et du coup, ça m'a vraiment fait écho. Et le fait, mais moi, j'avais pas le truc de rendre des coups. Et donc ça m'a vraiment bouleversée. Et puis la question aussi du soin, en fait, et puis
Je crois que je l'ai entendu aussi, ça a dû être pas longtemps avec la mort de ma grand-mère, enfin le fait de prendre soin des corps âgés. Il y a aussi quelque chose, il parle de fixer quelque part. Et moi, j'ai longtemps hésité aussi à faire le livre, parce que j'adore le son, j'aime les émotions qui passent par les voix, par les accents, par le silence. Et j'ai eu envie quand même de prolonger ce travail dans le livre, parce que la voix des femmes, elle n'est pas encore si entendue que ça au bout de 5 ans. On dit que la parole s'est libérée, mais on nous entend pas en fait jusqu'au bout. On nous croit toujours pas vraiment. Et du coup, ça a quelque chose d'éphémère en fait, le podcast. Même si on peut réécouter, il y a quelque chose d'un peu... voilà, le son reste un peu suspendu. Et là, le fait de fixer quelque chose à l'écrit, de retravailler un peu les témoignages pour qu'il y ait quelque chose entre la oralité et l'écrit, ça permettait comme de laisser des traces aussi des 5 dernières années qu'on a passées, et aussi que tout soit rassemblé dans un même livre. Donc ouais, ça m'a vraiment... puis j'aime beaucoup son travail, et cette phrase... Et d'ailleurs, j'ai vu que c'était la phrase qui était sur le livre... je savais pas que c'était la phrase qu'il a choisie, rendre des coups, pour mettre sur le livre, enfin la couverture du livre qui est adapté du podcast aussi. Et rendre des coups, je crois que c'est, oui, de plus en plus ce que j'ai envie de faire aussi par rapport à ce que j'ai pu traverser. Les rendre ou les sublimer, je sais pas, ou sublimer la colère. Comme dit Audre Lorde, transformer la colère en parole et en acte. Bien. Je te remercie de m'avoir fait découvrir Audre Lorde, que je ne connaissais pas, que tu utilises assez largement quand même dans les épisodes d'un podcast à soi, mais qui était absolument pas publié en français. Et maintenant, il y a beaucoup de livres de ses poésies en bilingue, que je conseille, qui sont très belles. À ce stade, vous avez sûrement plein de choses à dire ou des questions pour Charlotte Bien-Aimée sur son travail sur le podcast, ou une expérience terriblement violente à partager. Enfin, est-ce que vous avez des questions plus sérieusement sur le travail, sur... Merci beaucoup déjà pour ce moment et pour toutes ces remarques. C'était très intéressant. Moi, je me demandais du coup, comme vous avez expliqué de vos sentiments, enfin de ce que vous traversez, mais aussi de ce qui se discute, entre guillemets, de l'air du temps, même si c'est un peu vague de dire ça. Comment est-ce que vous arrivez à vous projeter pour la suite de ce que peut devenir un podcast à soi? Comment est-ce qu'on décide que c'est fini ou pas, on disait que le récit en jeu peut devenir quelque chose d'obsolète. Comment est-ce qu'on arrive à pas être obsolète justement et à pas être toujours actuel? Très bonne question. Vous me parlez de la fin d'un podcast à soi. Non, j'avoue que il y avait un peu cette idée dans le fait de lancer certains épisodes, Une vie à soi, où on entend juste un portrait, un récit, un parcours de vie, notamment de femmes, mais qui je vois aussi comme des relectures féministes de certains moments de vie. Donc ça, c'était aussi je pensais que c'était le moment. Et puis j'avais envie en fait de faire entendre des parcours sur la longueur, et je pense que c'est important. Ça permet des respirations aussi, de pas être toujours forcément dans une forme avec autant de contenu en termes de théorie ou de poésie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de prolonger, même d'en faire plus souvent. Après, il y a tellement c'est infini en fait. Si on commence à regarder le monde sous un prisme féministe, je veux dire, il y a toujours des fils qui n'ont pas été tirés avec un épisode. En fait, dans un épisode, j'en prévois un, et puis en fait, il y a 3 thématiques qui viennent après celui-là, parce que même 1 heure, on peut pas tout dire. Et puis en fait, 3 ans après, tout a changé, même si rien n'a changé. Et donc, j'avoue que je vois pour l'instant pas la suite. Après, je sais pas, j'ai l'impression que je m'autorise à me laisser aller aussi à certaines sensations, certains instincts. Il y a des moments, je sens qu'il y a quelque chose qui peut-être qui va émerger, ou un changement de forme. Mais souvent aussi, j'ai eu envie un peu de changer la forme un petit peu en ayant des moments plus longs, d'ambiance, par exemple, des situations, de rester un peu plus longtemps dans certains moments. Et en fait, ça fonctionnait pas parce qu'il y avait... Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai cette habitude-là et que du coup, on a envie de reproduire, mais que je pense qu'il y a quelque chose quand même qui fonctionne de tressage, de ping-pong entre les voix. Mais je l'ai en tête. Je me dis, je pense que quand ça sera le moment, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses. Mais en termes de thématique, là, je pense que c'est pas terminé. J'avais une question par rapport à l'audience du coup du podcast. Manifestement, il y en a une. Ça, c'était pas vraiment ma question.
C'était plutôt si on avait des idées claires sur qui écoute, jusqu'où arrive le podcast. Est-ce qu'il a un auditoire connu de toi? Non, en tout cas, ce que je sens, c'est que ça a changé en 5 ans. C'est qu'au départ, c'était quand même alors c'est en majorité des femmes, même s'il y a aussi pas mal d'hommes qui écoutent. Mais après, en termes de chiffres, je ne les ai pas. Il y a beaucoup de, ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles l'écoutent et elles l'écoutent en couple parce que ça permet de défricher pas mal de choses et qu'après, on peut avancer sur les discussions, qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au début, il y avait un cercle très restreint, restreint. C'était quand même dans les cercles féministes ou voilà. Ça a grandi, au fur et à mesure. Là, je vois bien dans les messages. Alors, c'est pareil, c'est très, c'est pas, je veux dire, une science exacte, mais en tout cas, dans les messages que je reçois ou dans les personnes que je croise ici et là, en termes, par exemple, là, maintenant, c'est plus du tout que les cercles féministes. Bon, en plus, les féministes sont de plus en plus nombreuses, mais j'ai des messages d'assistantes sociales qui me disent qu'elles écoutent dans la voiture, d'infirmières, mais aussi d'autrices, de chefs d'entreprise. Enfin, je sens quand même que c'est écouté dans beaucoup de classes sociales différentes. Après, ça reste un podcast d'1 heure on a envie d'écouter 1 heure de podcast qui est assez exigeant quand même. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai l'idée de faire le livre aussi. Je pense que ça peut aussi faire rentrer en fait dans les questions féministes autrement. On peut piocher aussi des extraits, ne pas forcément parce que c'est très étonnant, mais certaines personnes n'écoutent pas la radio. Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a beaucoup je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup de personnes, de femmes qui me racontent qu'elles écoutent aussi un podcast à soi et les podcasts en effectuant les tâches domestiques, qui sont encore très majoritairement effectuées par les femmes. Tout le monde me dit qu'ils écoutent. Et en fait, la cuisine, le linge, parce que ça permet de se nourrir aussi, alors que c'est des tâches répétitives et qui sont majoritairement prises en charge par les femmes. Mais ça, c'est assez. Le podcast est en soi féministe, qui permet, féministe en tout cas, il permet de faire passer le repassage. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à égaliser les choses. Donc, je ne sais pas si vous écoutez un podcast à soi en rangeant votre linge, mais voilà. Si, aussi. Aïe, aïe, aïe. Oui, bonsoir. C'est un peu impressionnant de parler dans le micro devant tout le monde. Merci beaucoup pour votre podcast, qui est vraiment super intéressant et enrichissant. Je me demandais un peu quelles étaient les coulisses en fait de l'élaboration de votre podcast. Quand vous trouvez une thématique, quelles sont les différentes étapes en fait pour aboutir au podcast fini? Alors déjà, demain, si vous voulez, on va mixer en public. Demain, oui. Donc on fait le mixage ici avec Samuel Hirsch. Donc si ça vous intéresse, du coup, vous voyez en direct l'étape finale, en gros. Mais sinon, je me documente beaucoup, je lis beaucoup d'articles, des livres, et je réfléchis à qu'est-ce que je veux raconter. Et après, je cherche les témoignages. J'appelle beaucoup de personnes avant de décider qui je vais enregistrer. Enfin, je parle beaucoup avec les femmes au téléphone, parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de donner une information, c'est aussi comment on raconte, quelles émotions sont transmises dans la façon de raconter, que c'est quoi cette voix. Donc c'est pas que c'est moins bien ou mieux, ou c'est juste que je cherche aussi à savoir comment vont être transmises les histoires. Donc ça, je prends beaucoup de temps avant. Après, je vais enregistrer et j'enregistre beaucoup parce que je pense qu'il y a des choses qui apparaissent quand on a le temps, mais ça aussi c'est toute l'importance d'avoir le temps de se raconter, le temps de faire des pauses, de tirer des fils. En fait, parce qu'il y a des fois des choses qui apparaissent pas forcément tout de suite comme ça. Et après, il y a un gros travail de montage en fait quand j'ai les témoignages, les paroles des chercheuses, les textes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est de réduire à chaque fois toute cette matière et de raconter, que le propos avance avec les différentes voix et que toutes ces voix soient au même niveau, parce que j'ai toujours voulu qu'un témoignage, ça a autant d'importance et de portée politique qu'un propos théorique, que de la poésie ou qu'un moment de musique. Et du coup, ça c'est essayer de raconter une histoire en fait avec toutes ces voix. Voilà. Je voulais juste vous féliciter parce que vous trouvez toujours des femmes super pour témoigner et on a envie de les connaître en fait. Mais en fait, il y en a tout autour de nous en fait. Donc je pense que
Il faut juste regarder un peu et du coup après on se rend compte qu'il y en a plein autour de vous et vous pouvez aussi tisser plein de liens. Voilà. Du coup, c'est un bon lien avec ce que tu viens de dire. C'est une question concernant le recueil des témoignages et de l'attitude que vous adoptez, parce que je pense que je suis pas la seule. Il y a des témoignages qui sont très touchants et je me dis comment, quand on est face à ce genre de témoignage, quel point de vue, est-ce que c'est un point de vue analytique? Enfin, je pense que c'est pas possible d'avoir ce point de vue-là, mais du coup, comment ça se passe typiquement le recueil des témoignages? Je suis vraiment pas dans une analyse. J'essaie d'être au maximum complètement présente avec les personnes que j'enregistre. Et je pense que c'est ça aussi qui permet, mais encore une fois, c'est une question de temps, en fait, c'est avoir le temps d'être pleinement là et de laisser émerger des moments de vie, des anecdotes, des silences, des difficultés. Et je pense que c'est en étant pleinement avec... Mais ça, je pense que c'est un travail aussi que j'ai appris à faire au fur et à mesure du temps, que j'ai aussi appris en travaillant à France Culture, au Pied sur Terre notamment. J'ai trouvé, en fait, qu'est-ce qui, dans l'histoire d'une personne... va tout d'un coup décoller ou est-ce que quelqu'un va se laisser aller à raconter des choses qu'elle n'aurait pas dites, mais parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a du temps, parce que il y a de l'écoute, mais en fait on a tellement besoin d'être écouté aussi que du coup il y en a plusieurs qui me disent qu'au début, elles ont un peu peur par rapport au micro, parce qu'il y a quand même des témoignages qui sont très, très intimes et personnels. Et ça aussi, c'est beau, la radio, parce que c'est très léger. Il y a juste un micro, donc il est vite oublié. Et après, elles me disent qu'elles ont l'impression que c'était un peu comme un psy, mais c'est pas vraiment ça. Mais en même temps, ça a fait un petit résumé de leur vie. Bon, c'était pas mal. Enfin, voilà, un truc comme s'il y avait un... Mais ça, je pense que ça fait écho avec MeToo, en fait. C'est le besoin, en fait, de poser des mots sur les expériences qu'on vit toutes. Et du coup, quand on a cet espace-là, il y a des très belles choses qui émergent quand il y a l'écoute, la vraie écoute. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre travail et pour vos partages. Je pense qu'on est toutes et tous présents ici parce qu'on adore les podcasts, et en particulier les podcasts Arte Radio. Et ça m'a marqué quand vous avez parlé de votre passage de France Culture à Arte Radio. Vous aviez l'air très enthousiaste. Et je me demandais du coup... qu'est-ce qui fait que Arte Radio est si spécial à vos yeux et en général? Je pense que par exemple le fait de raconter moi ma vie, il y a la question du féminisme et du point de vue situé, etc. Mais je pense pas que je l'aurais fait si ça n'avait pas été Arte Radio en fait. Je réfléchis encore à pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi toute une tradition de l'intime, justement, et des récits, alors pas forcément à la première personne, mais en tout cas de l'intime et du politique. Et je me sentais, vu la forme de la façon dont on fabrique, c'est une petite maison, on peut dire. Donc il y a des choses qui sont... La façon de fabriquer est plus légère du fait que c'est une plus petite maison. Et donc, je sais pas, je pense que ça permet aussi une certaine liberté. Et certaines, oui, il y a des choses, des idées qui peuvent émerger en discutant dans un bureau, des envies en fait qu'on met en place alors qu'on pensait pas le faire, parce que en fait c'est possible en termes de manière de travailler, en termes d'espace, en termes de voilà, il y avait aussi une confiance. Moi, j'ai senti une grande confiance qui fait que je me suis autorisée aussi à essayer des choses. Voilà. Merci beaucoup. Je vous suis depuis 2017, en fait, depuis le début, et j'aime beaucoup votre travail. Vous avez été la première pour moi que j'ai découvert qui a justement travaillé sur cette politisation de l'intime. Et je pense que vous avez créé beaucoup de vocations, notamment chez moi. Et j'aimerais savoir, en fait, quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce travail de documentaire radio sous la forme d'un podcast. Voilà, merci. Moi, je dirais déjà d'écouter beaucoup de choses. Différentes radios, différentes boîtes de production. Vraiment se nourrir de beaucoup de formats différents, de beaucoup de voix différentes, pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, qu'est-ce qui a été déjà fait aussi, et essayer de trouver votre voix, je pense, en écoutant beaucoup, et puis en trouvant aussi quelles sont pour vous les choses qui vous donnent, qu'est-ce que vous voulez raconter vous en fait, qu'est-ce qui est important pour vous, plus qu'un truc intéressant, ou je pense de partir vraiment de ce qui anime
au fond, ce seraient peut-être les quelques conseils que je pourrais donner. Et ne pas se décourager. Merci. Et moi, je voulais revenir sur ce que vous avez évoqué un peu tout à l'heure. En fait, quand vous entendez ces récits des femmes qui sont parfois douloureux, comment vous trouvez l'équilibre entre votre empathie et l'analyse qui est nécessaire pour faire ce travail de podcast? Je suis pas dans la même posture quand même quand j'enregistre que si j'écoutais, je sais pas, une femme à un autre moment ou une amie ou quelqu'un que je rencontre avec qui je passerai du temps. En fait, il y a quand même j'ai quand même en tête, je crois que ce qui permet je reste dans l'empathie, mais ce qui permet de peut-être prendre un peu de distance, c'est d'avoir en tête ce qui va émerger de ça, en fait, et de chercher les histoires, de chercher les détails, de chercher les contradictions. Et du coup, je pense que j'ai toujours un peu une prise de distance légère, parce que sinon, de toute façon, ça peut être trop difficile aussi. Je pense que c'est plus difficile quand je suis en montage, en fait, finalement. Parce que du coup, de réécouter, de choisir jusqu'où on va, de réécouter plusieurs fois certaines phrases qui sont très très belles, mais qui peuvent être aussi très douloureuses. C'est le luxe du temps, quoi. C'est de pouvoir faire des pauses, de pouvoir y revenir. Ce temps que j'ai pas toujours, d'ailleurs, mais bon. Et voilà, je pense qu'il y a un micro quand même s'il s'oublie vite. De manière corporelle, en fait, ça crée aussi, pas une distance, mais une place qui permet d'accueillir sans se laisser envahir. Mais bon, parfois, c'est compliqué quand même, sur certains témoignages. Donc, mais c'est pas, je pense que c'est pas grave, en fait, c'est important. Je pense que c'est aussi pour ça qu'après, les choses arrivent. C'est se laisser aussi parfois emporter par des émotions ou les accueillir et puis avancer. Mais je pense que ça permet aussi de faire émerger des belles choses. Merci beaucoup. Merci. Il y a un épisode qui m'a beaucoup frappé, enfin un moment qui m'a frappé dans ton podcast, c'est dans Inceste et pédocriminalité. Tu fais entendre la parole d'un père incestueux. Et il y a beaucoup de podcasts qui font pas ça, qui se disent qu'il faut pas donner la parole aux méchants, au mal, qu'il faut être dans la bienveillance et qu'il faut pas risquer de déclencher des souffrances chez les auditeurs et tout. Toi, tu as fait le choix, dans un épisode sur l'inceste, de faire entendre la parole d'un père incestueux. Pourquoi tu l'as fait ? Je pense que c'est encore une question que je suis pas certaine. Enfin, c'était très long, très difficile comme choix. Je crois que je l'ai fait parce que la chercheuse que j'avais enregistrée, qui s'appelle Dorothée Ducy, qui a fait un travail extraordinaire qui s'appelle Le berceau des dominations, qui a écrit un livre. Elle est partie de paroles d'agresseurs, de pères incestueux, et elle disait et j'en ai beaucoup parlé avec elle sur ce choix-là aussi, elle disait que si on veut avancer, il faut aussi entendre cette parole-là, et que on va pas y arriver si on n'entend pas tout. Après, j'oscille toujours sur cette question, en fait, parce que en réécoutant, j'ai eu beaucoup de messages aussi d'auditrices pour qui c'était trop douloureux, et je peux l'entendre. Donc c'est encore une question pas résolue. Je suis pas certaine, en fait. Je pense que c'est important, et en même temps, ça demande ce que j'ai fait dans le podcast, de pourquoi je le fais. Dorothée Ducy explique pourquoi c'est important. C'est entouré de plein de choses. Il n'est pas là tout seul, mais c'est encore un point d'interrogation sur ces décisions-là. Tu ne penses pas que c'est important, justement, de ne pas rester dans une bulle de confort, où on serait finalement dans une boucle où tout le monde pense la même chose, dit la même chose, et que justement, c'est important, à un moment, comme on dit dans le documentaire, de tourner l'ennemi, d'entendre la parole de l'ennemi ou du violent ou de l'agresseur, que si on n'est que dans notre petit monde... Si, c'est pour ça que je l'ai fait, mais je me pose la question par rapport aussi aux réactions que j'ai eues, parce que je pense que c'est important s'il y a... Ça fonctionne s'il y a... c'est articulé à de la théorie, encore une fois, si c'est mis en regard, si le choix du moment où on le fait est aussi important, à quel endroit. Il faut que ça apporte quelque chose, en fait. Je pense que là, c'était le cas. Oui, ça a apporté quelque chose. Mais en même temps, on prend le risque aussi de
C'est un risque aussi à prendre, je pense, parce que je ne suis pas sûre qu'il en émerge forcément une prise de conscience plus forte que la parole des femmes, en fait, parce que c'est quand même... et c'est pas une histoire de rester entre soi ou de pas vouloir entendre ce qui fait trébucher. Il y a plein d'épisodes. Il y a un épisode sur Que faire des hommes violents, par exemple, où on entend des hommes qui sont en prison, et sur aussi la question de la justice restaurative. C'est quoi l'alternative à la prison? Donc ce serait faire se rencontrer des agresseurs et des victimes, qui ne sont pas les mêmes agresseurs et les victimes de la même affaire, mais en tout cas, voilà, il y a toutes des réflexions là-dessus sur les alternatives à la prison. Je pense que c'est intéressant de les faire entendre, mais je pense que c'est dans ces cadres-là que c'est intéressant. Après, une parole comme ça qui sortirait, qui ne serait pas forcément analysée, mise en regard, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je remarque en fait que la force d'un podcast, c'est de ne pas réagir aux questions d'actualité. Et qu'en fait, tu ne te poses pas forcément en sachant, en grande prêtresse du féminisme, qui aurait réponse à tout. Est-ce que, par exemple, les médias t'appellent? Imagine qu'un journaliste t'appelle et te dise devant un micro, alors, cette affaire des Amandiers et de Valéra Bruni-Tedeschi, vous en pensez quoi, Charlotte Bien-Aimée? Non, c'est pas mon endroit. C'est pas ton endroit. Bon, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Charlotte Bien-Aimée. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup. arteradio.com